Marie-Georges Buffet est l'invitée ce soir de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à J-5 du premier tour d'une élection présidentielle marquée, tout le monde le reconnaît, par le dynamisme de la campagne de votre champion, donc, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, oui. Et du front de gauche, oui. Et du front de gauche. Troisième homme ou pas, il n'y a plus beaucoup à attendre. On saura ça dimanche. Non, il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup à faire. Encore pour gagner des voix. Pas beaucoup à attendre pour savoir s'il sera le troisième homme ou pas. Il faut occuper toutes les heures disponibles. C'est ce que font tous les candidats. Voilà. On ne lève pas le pied. Mais après la présidentielle, Marie-Georges Buffet, il y aura les législatives, cruciales, on le sait, pour le Parti communiste, vous êtes député. Et puis également la question de votre participation au gouvernement en cas d'élection de François Hollande. Sur toutes ces questions, vous répondrez tout à l'heure à Samir Tounsi de l'agence France Presse et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat revisitera avec vous les belles années que vous avez connues comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que vous auriez envie de recommencer? Vous nous direz ça tout à l'heure. Pour vous, pour les communistes, on peut le dire d'abord, les présidentielles se suivent, mais ne se ressemblent pas. 2012 n'est pas de 2007 et vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, mais moi je m'en félicite. On a retrouvé une dynamique avec le front de gauche que le Parti communiste a initié. C'est moi-même qui ai lancé cette idée lorsque j'étais secrétaire national. Et nous avons, avec l'arrivée de Jean-Luc et la création du Parti de gauche, l'arrivée de la gauche unitaire avec Christian Piquet qui avait quitté le NPA, puis bien d'autres qui nous ont rejoints, nous avons maintenant créé une alternative à gauche. On a changé la donne à gauche. C'est Mélenchon qui a ressuscité le PCF. Non, Jean-Luc fait une très belle campagne. Il fait une campagne marquée par... il lève l'espoir, il fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire il explique pourquoi on en est arrivé là, les raisons de la crise, les solutions à y apporter, les remèdes, etc. Donc il fait une campagne vraiment de très haut niveau. Et puis il y a cette dynamique du front de gauche, cette rencontre entre des hommes et des femmes venus de différentes origines à gauche et qui se retrouvent et qui font une campagne, je trouve, très, très forte. Donc je le disais, l'un des enjeux, peut-être son enjeu, c'est d'être le troisième homme dimanche devant Marine Le Pen. Mais d'abord, il faut se dire qu'une campagne n'est jamais terminée, donc il ne faut pas se mettre de plafond dans la tête. Être le troisième homme, oui, d'accord, mais il faut peut-être encore monter plus haut. Vous ne voyez pas quand même un croisement des cours avec François Hollande? Il faut aller chercher la gagne à gauche. Et la gagne à gauche, elle passera par le plus haut score du front de gauche. Vous savez, on voit bien que François Hollande est à 27, 28, 29 selon les sondages. Bon, il tient jour après jour dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui fait que la gauche monte? C'est la montée du front de gauche en ce moment. Donc, François Hollande progresse aussi oui, dans les dernières estimations. Mais ce que je veux dire, parce que souvent, on l'interprète en disant que le front de gauche prendrait sur l'électorat de François Hollande. La dynamique est vraie pour les deux candidats. Justement, donc l'utilité du vote front de gauche, et je crois, est évidente pour jouer la gagne. Donc l'enjeu du troisième homme, est-ce que finalement, je vais peut-être vous choquer, est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne sont pas les deux versants de la même exaspération sociale? Oui, vous me choquez parce que nous ne sommes pas sur les mêmes valeurs d'abord. Non, mais vous portez la même colère. Mais la colère, il faut bien sûr porter la colère, mais nous la portons, pour résister aux politiques libérales. Premièrement, Madame Le Pen, dans son projet économique, est sur les données libérales et sur la logique libérale. Deuxièmement, c'est pas ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dénonce le libéralisme. Lisez son programme, il n'y a aucune mesure qui va dans le sens d'une mise en cause réelle des politiques libérales en place. Deuxièmement, Madame Le Pen porte une conception de la France, de la République, qui n'a rien à voir avec celle que nous portons avec le front de gauche. Nous sommes pour une république de l'égalité, de la fraternité, des libertés, pas une république qui divise, pas une république qui stigmatise une partie des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire. Nous sommes pour la coopération de par le monde. Nous ne sommes pas pour une France fermée, refermée sur elle-même. Je vous parle de la colère, parce que François Hollande dit qu'il entend le cri de la colère, qui est porté par Jean-Luc Mélenchon, mais il lui oppose les solutions crédibles qu'il opposait et l'alternance qu'il incarne seul, dit-il. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande? Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de répartition des rôles? J'ai été très choqué que François Hollande puisse dire lors de son meeting à Marseille « Je suis la gauche, je suis l'alternance ». Il n'est pas en lui-même la gauche, l'alternance. La gauche est diverse. Le front de gauche, aujourd'hui, on le voit bien à travers les sondages, représente une nouvelle donne à gauche, représente une alternative à gauche. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il y a plusieurs mois déjà, a fait une offre publique au Parti socialiste d'un débat sur les propositions. Pourquoi je dis que les propositions de François Hollande ne sont pas crédibles? Parce que j'ai bien lu son programme, j'ai bien lu ses 60 engagements. Il y a une série de propositions, mais il n'y a pas de levier économique et démocratique. Comment voulez-vous faire vraiment une politique de gauche si, par exemple, on ne se donne pas les moyens de relancer le crédit? Or, pour cela, pour relancer le crédit, il faut absolument nationaliser un certain nombre de banques, créer un pôle financier public du crédit. Il faut se battre au niveau
de l'Union européenne pour changer le rôle de la BCE. Vous savez que la BCE, c'était dans les journaux ce matin encore, a prêté 1000 milliards d'euros aux banques à 1%. Les mêmes banques privées qui ensuite refusent les crédits aux PME, PMI, refusent les crédits aux collectivités territoriales, mais par contre prêtent aux États à des taux usuraires. Bon, il faut changer le rôle de la BCE. Vous êtes très sévère, sans entrer dans trop les détails. Oui, vous dites que le programme de François Hollande n'est pas crédible. Beaucoup disent la même chose du programme de Jean-Luc Mélenchon. Je vous explique pourquoi. Pour mener une politique de gauche, il faut se donner des leviers. Je viens de vous en donner un, une politique du crédit. Deuxièmement, deuxième levier, il faut mener le combat au niveau de l'Europe. Je rappelle que les députés et les sénateurs socialistes se sont abstenus lors du passage du mécanisme européen de stabilité, ce qui est quand même dommageable, alors qu'on aurait pu bloquer Troisièmement, il faut, je dirais, des outils démocratiques. La 6e République, je suis étonné que le candidat François Hollande ait abandonné cette idée d'une 6e République, parce qu'on a besoin que les citoyennes et les citoyens jouent leur rôle pour la création d'un rapport de force nous permettant de faire les réformes nécessaires, et les salariés dans les entreprises. D'accord, Marie-Georges Buffet, je vous suis. Donc pas de crédibilité de François Hollande. Est-ce que donc un bon score du Front de gauche le rendrait crédible, selon vous, surtout si on dit que ce bon score de Jean-Luc Mélenchon pourrait favoriser la nomination de Martine Aubry à Matignon? D'abord, j'aimerais que François Hollande entendent ce que disent les électrices et les électeurs du Front de gauche. Avec le choix du Premier ministre. Avec le choix du Premier ministre. Non, mais c'est pas par le choix du Premier ministre. C'est pas parce qu'on prendra Martine Aubry plutôt que, je sais pas, les noms Hérault ou un autre. Bon, Jean-Marc Hérault, la question, c'est quelle politique. Michel Sapin. Imaginons que ce soit Martine Aubry. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme outil pour mener une politique de gauche? Qu'est-ce qu'elle va se donner comme outil? C'est la discussion qu'on vient d'avoir. Quel levier économique, démocratique elle va se donner? Voilà, c'est ça le vrai débat qu'il faut qu'on ait. Bon. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce débat puisqu'il y a un refus du Parti socialiste de débattre avec nous sur les questions programmatiques. Non, débattre peut-être, mais pas de négociation, en tous les cas d'entre-deux tours, ça c'est clair. Écoutez, on ne va pas négocier sur un coin de table. C'est une évidence que la gauche doit se rassembler pour le second tour. Mais c'est une évidence, on n'a rien à négocier, on se rassemble. Vous souhaitez la victoire de François Hollande? Mais je souhaite la victoire de la gauche. Enfin, on ne va pas laisser... on va pas laisser... Donc François Hollande. Mais si c'est lui qui est au second tour. Bon, on ne va pas laisser les clés de la République, 5 ans de plus, à Nicolas Sarkozy. Je suis député, j'ai vu le nombre de lois qu'il a fait passer, de casse des acquis sociaux, de remise en cause d'un certain nombre de libertés. Et puis, je pense aussi à l'image de la France de par le monde. Je ne pense pas que nous sortions grandis de ces 5 années. Donc, il faut le battre. Au premier tour, il faut mettre le plus bas possible l'extrême droite et il faut battre Nicolas Sarkozy au second tour par le Rassemblement de la gauche. Ça, c'est une évidence pour moi. D'accord. Donc, mais François Hollande, on l'entend encore dans les meetings, vous en avez cité un récemment, il dit que les gauches s'annihilent en quelque sorte, hein, et qu'il y a des votes sans lendemain. C'est celui de Mélenchon. Mais non, justement, le vote pour le Front de gauche, je viens de le dire, ça joue la gagne à gauche. Deuxièmement, ça permettra la réussite de la gauche. Parce que plus nous porterons loin nos propositions que j'ai rappelées tout à l'heure, les leviers pour faire une politique de gauche, plus ça influencera l'ensemble de la gauche et plus la gauche aura des chances de réussir. Parce que moi, mon souci, c'est pour ça que j'ai initié le Front de gauche, c'est que la gauche gagne, mais qu'elle réussisse. 2 fois, on a été au pouvoir. 2 fois, nous avons déçu. Et les électeurs et les électrices nous l'ont dit de façon nette et sévère. Il ne faut pas recommencer une 3e fois. Donc cette fois-ci, il faut se donner les outils pour réussir. Donc par des négociations, mais qui seront peut-être par un rapport de force, ouvertes lors des législatives. Par un rapport de force, le plus haut possible pour Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, nous aurons des candidats et des candidates du Front de gauche dans toutes les circonscriptions. Voilà. Oui. Parce que nous voulons porter les propositions du Front de gauche pendant les élections législatives. Voilà, et donc nous continuerons le débat, nous gagnerons encore des électeurs. On va parler de l'enjeu des législatives dans un instant. En fait, vous parlez d'un rapport de force, mais on peut entendre bâton dans les roues, hein, du char hollandais s'il est élu. Mais moi j'ai une démarche constructive, vraiment constructive. Il faut que le Front de gauche donne à voir qu'aujourd'hui la gauche a en main les outils nécessaires pour changer vraiment la vie. Voilà. Je ne veux pas que la gauche échoue. Voilà, ça sera notre démarche, le Front de gauche, dans les semaines et les mois qui viennent, ça sera toujours notre démarche. François Hollande a le même objectif que vous, hein, ne pas échouer. Oui, mais il faut qu'il se donne les outils pour cela. Sur Martine Aubry, vous êtes passé un peu vite, et même sèchement il y a un instant, vous étiez copine avec elle. Mais c'est pas une question de rapport d'amicaux. Moi, non, mais j'ai des rapports très amicaux avec Martine Aubry. Nous avons travaillé ensemble. Bon, elle a été secrétaire du Parti socialiste. J'ai eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises. Donc, c'est une femme qui est directe, qui est franche. Bon, mais la question, c'est quelle politique elle devra mettre en œuvre si elle était Premier ministre. Mais là, on fait vraiment de la politique fiction. Bien sûr. Mais vous regrettez qu'elle ne se soit pas plus rapprochée
des communistes pendant les primaires socialistes, ou vous étiez en attente de signes de sa part? Non, moi j'étais pas en attente de signes, mais comme elle nous a fait passer un message en disant mais pourquoi les communistes ne vont pas voter pour moi aux primaires, encore faut-il que, j'ai envie de dire, elle ait eu dans son discours des primaires un message adressé à cet électorat. Ouais. Alors l'un des enjeux du second tour, hein, c'est pas simplement Jean-Luc Mélenchon et sa force de frappe en quelque sorte, son pouvoir de conviction, de conviction rassemblement. Et de rassemblement pour le second tour, c'est aussi le vote centriste qui est très important. Je ne sais pas si vous vous en souciez. Mais je suis la campagne de M. Bayrou, voilà. Je vois que son discours, pour l'instant, ne lui permet pas de grimper dans les sondages, mais je pense que, à la fois, c'est un homme qui s'inscrit dans les politiques de la droite traditionnelle, donc qui n'apporte pas d'alternative à la politique menée aujourd'hui par Nicolas Sarkozy et sa bande. Et puis, deuxièmement, c'est un homme qui, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire après, ce qu'il veut faire de son second tour. Donc, les gens ont envie de voter pour des gens qui ont des convictions. Il est victime de la bipolarisation, ça c'est son problème. Mais le problème de François Hollande aujourd'hui, vous l'avez peut-être noté, parce qu'il y a des appels du pied aussi de son côté. Oui, mais si François Hollande, excusez-moi, on est appelé à faire des appels du pied à Bayrou, c'est quand même très inquiétant pour la politique qu'il va mettre en œuvre dans les années à venir. C'est très inquiétant. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la colère. Il y a beaucoup de colère, mais il y a aussi beaucoup d'aspiration, beaucoup d'exigences. Les hommes et les femmes ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils veulent vraiment que les choses bougent, que les choses changent. Et ce n'est pas par une alliance entre François Hollande et M. Bayrou qu'on va vers le changement, franchement. Non, mais je veux dire, l'inquiétude est légitime dans le camp hollandais. On se dit, oh là là, Jean-Luc Mélenchon va faire fuir les électeurs centristes dont nous avons aussi besoin pour être élus. Mais la gauche, elle gagnera en étant de gauche. Elle gagnera en donnant de la dynamique, en donnant de l'envie. C'est ce que nous faisons, en fait, le Front de gauche, et c'est pour ça que je dis que nous avons contribué à la victoire de la gauche. Bon, alors, avec Samir Tounsi, dans un instant, on va voir justement quels points de rapprochement sont envisageables. Pas sur le SMIC, en tout cas, on en parlera. François Hollande se contente d'évoquer un coup de pouce. Il n'y en a pas eu depuis 3 ans, mais on est bien loin des 1 700 € que vous réclamez. C'est drôle comme cette question des salaires a été absente de la campagne. Oui. Nous sommes les seuls à porter cette question des salaires. Voilà. Pas que le SMIC. Parce qu'il y a le souhaitable. Tout le monde, évidemment, souhaite un SMIC à 1 700. Non, il y a le nécessaire. Il y a le nécessaire. On ne sortira pas de la crise sans les salaires. On en parle, on s'interroge donc sur la suite, l'après-présidentielle, les législatives, le gouvernement de François Hollande. Pour l'instant, vous avez rappelé que vous êtes député. Le PS se contente de ne pas présenter de candidat face aux communistes sortants. C'est faux. C'est faux. Dans toutes les circonscriptions où il y a des députés communistes sortants, il y a des candidats du Parti socialiste et des candidats écologiques, mais bien évidemment. Mais c'est normal d'ailleurs. C'est normal. C'est normal, c'est le débat à gauche. Oui. Au niveau des accords pour les législatives, peut-être que vous réclamez le même traitement, même plus favorable que les écologistes. Vous me dites non, on en parle dans un instant. Et sur les rapports à gauche, toujours rugueux, on le constate, l'enquête de Florence Maurice. Jean-Luc Mélenchon l'a dit et répété, pas question de participer à un gouvernement en cas d'élection de François Hollande. Positionnement sincère ou bien coup de bluff pour faire monter les enchères, difficile à savoir pour le moment. Si d'ores et déjà il y a un ralliement qui doit être annoncé, cela peut potentiellement déstabiliser une partie de ses électeurs en se disant en fait on ne vote pas pour faire pression sur François Hollande, mais au contraire pour faire en sorte d'accompagner la présence de certains dirigeants, soit communistes, soit du Front de gauche, au sein du prochain gouvernement. Car en fait, au Front de gauche, on pense déjà au coup d'après, les législatives. Objectif, surfer sur la vague de cette présidentielle et obtenir un groupe puissant à l'Assemblée pour infléchir le programme de François Hollande, jugé trop rigoureux. Bref, créer une vraie opposition à gauche. C'est donc une partie à 4 tours qui se joue, de quoi agacer les anciens camarades, nostalgiques de l'expérience du gouvernement Jospin. Leur démarche est une démarche tactique par rapport à eux-mêmes. Moi, mon engagement unitaire, il est pour la gauche. Il est pour que la gauche gagne dans son ensemble, dans sa diversité. Pas, je répète, une gauche contre l'autre, une gauche qui tiendrait la radicalité. Ça ne veut rien dire, la radicalité. Au PCF, qu'on dit souvent pro-gouvernement, on se rallie pour le moment à la position de Jean-Luc Mélenchon. Pas question de renier celui qui a ressuscité le Parti communiste. Mais Pierre Laurent, le secrétaire national, se ménage une porte de sortie. Participer ou non à un gouvernement, tout dépendra des accords passés pour les législatives et du rapport de force qui en suivra. Quoi qu'il en soit, au Parti socialiste, on multiplie les appels à l'unité. Je dis à Marie-Georges qu'elle sait très bien, puisque nous sommes tous les deux élus en Seine-Saint-Denis, que la gauche est diverse.
et que le plus important, c'est toujours la capacité qu'elle a à se rassembler, à avoir des paroles qui peuvent être différentes dans un premier temps et ensuite à afficher une force. Voilà, afficher une force, appel à l'unité, Marie-Georges Buffet. Qu'est-ce que vous répondez, tiens, encore à François Hollande, qui dit à propos du vote sur son nom au premier tour, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et vous savez qu'on joue gros pour les Français et les Françaises. Ils viennent de vivre 5 ans de pouvoir de Nicolas Sarkozy. Si la gauche gagne, il faut vraiment qu'elle soit en capacité de résoudre les problèmes que connaissent nos compatriotes. Et ces problèmes sont graves. Et donc, nous, le Front de gauche, nous sommes des hommes et des femmes responsables. Nous voulons mettre en œuvre un programme qui permet de répondre aux attentes. Donc, je trouve quand même assez incroyable que, simplement au nom de l'unité, on dise taisez-vous, vos propositions, on n'en a rien à faire. Pour faire simple, faire simple, dit François Hollande. Pour faire simple, mais ça ne veut rien dire. Les Français n'attendent pas, ils ne sont pas idiots, les Français n'attendent pas qu'on fasse simple, comme si on parlait à des enfants. Ils attendent qu'on leur fasse des propositions en capacité de répondre à leurs exigences. C'est autre chose. Samir Tounsi est avec nous pour aller plus au fond des choses, justement, hein, sur les éléments programmatiques notamment. Bonsoir Michel, bonsoir Mme Buffet. Vous avez un peu agacé pendant le reportage. Oui, parce que je ne comprends pas qu'on puisse encore dire aujourd'hui que nous allons négocier pour les législatives des places pour les députés du Front de gauche. Nous aurons des candidates et des candidats dans toutes les circonscriptions, sauf s'il y avait danger FN, à ce moment-là, bien évidemment, il faudra un candidat unique de la gauche, mais partout, sinon nous aurons des candidats et des candidates. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, nous menons campagne à la présidentielle sur un programme, nous construisions ce programme notamment avec les salariés, les syndicalistes, les hommes et les femmes qui sont dans nos assemblées citoyennes, et puis au lendemain de la présidentielle, on leur dit, ce programme, on n'en a plus rien à faire, et puis on va aller chercher les circonscriptions en passant un accord avec le Parti socialiste, en faisant un compromis sur un programme qui ne marchera pas. C'est pas du tout le Front de gauche, il va vivre dans les années qui viennent, il va se poursuivre. Donc nous aurons des candidates et des candidats à parité dans toutes les circonscriptions du Front de gauche. Et j'espère un fort groupe du Front de gauche. Prenons les choses dans l'ordre. Je vous ai vu agacé quand le reportage évoquait la possibilité que les communistes ou des membres du Front de gauche entrent au gouvernement. Mais on ne va pas au gouvernement pour chercher des sièges. Bien sûr. C'est comme pour les législatives. On va au gouvernement pour gérer le pays et donc pour mettre en œuvre une politique auquel on croit. Donc on croit qu'elle soit efficace. Si nous avons demain un gouvernement sur l'humain d'abord, le programme du Front de gauche, nous aurons des ministres du Front de gauche. Alors ça c'est évident. Mais si c'est un gouvernement qui est sur la politique proposée à l'heure actuelle par François Hollande, nous n'irons pas au gouvernement. D'ici le 17 juin, le second tour des élections législatives, pensez-vous que vous avez les moyens d'infléchir la position de François Hollande? Ça fait des mois que Jean-Luc Mélenchon fait une offre très unitaire de débat public, pas de petites négociations en cachette, de débat public sur les propositions des uns et des autres. Pour l'instant, on nous répond non. Eh bien, j'espère que plus haut va être Jean-Luc Mélenchon, peut-être que ça ouvrira les oreilles quand même de François Hollande. Sur quel point vous avez envie d'être entendu, hein? Mais c'est pas un point. Oui. C'est pas 10 propositions. Donnez-en 3, mais emblématiques, pour résumer. Mais je vous les ai dit précédemment. La 6e République. De nouvelles avancées pour que les citoyennes et les citoyens prennent part aux décisions et que les salariés, leur organisation syndicale dans les entreprises puissent se mêler de la gestion de leur entreprise. On pourrait prendre des maths exemples. Deuxièmement, la question de reprendre en main les marchés et le crédit. On a besoin d'une relance industrielle, on a besoin d'une relance de l'investissement, il faut du crédit. Les banques privées de François Hollande, ça vous suffit? Non, il faut nationaliser des banques et faire un pôle financier public et il faut surtout changer le rôle de la BCE. On ne peut pas continuer à faire que la BCE prête au privé et ne prête pas aux États, ne concourt pas à l'investissement industriel. Troisièmement, je pense qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat des salariés et des familles. Et c'est d'abord pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y en a besoin. On ne vit plus aujourd'hui avec le SMIC à 1300 et quelque chose euros. Ça veut dire un peu plus de 1000 euros qui rentrent réellement dans le budget familial. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas payer son loyer, le gaz et l'électricité qui ont augmenté. On nous avait dit on va les privatiser, vous allez voir, ça va baisser le prix du gaz et l'électricité. On a vu le résultat. On ne peut pas. Les gens ne mangent plus en fin de mois. Donc il faut augmenter le SMIC. Deuxièmement, c'est bon d'augmenter les salaires parce que ça permet une relance de la consommation et ça permet de faire redémarrer l'économie. Donc c'est une mesure efficace. Et je suis étonné que Jean-Luc Mélenchon soit le seul candidat qui pose cette question, clairement cette question des salaires. Quel est le rapport de force nécessaire pour le Front de gauche à la présidentielle et aux élections législatives pour peser dans ce sens-là sur le programme de France? Donnez-nous des chiffres. Non, 15% pour Jean-Luc Mélenchon, 25 députés. Je n'en sais rien ce qui va se passer. Il reste 5 jours. Voilà.
Il ne faut surtout pas que nos amis du Front de gauche relâchent l'effort, hein, parce que souvent on est fatigué, on relâche l'effort, c'est le moment où plein de gens se décident, donc il faut y aller. Bon. Je ne me mets pas de plafond sur le score de Jean-Luc à la présidentielle, j'espère qu'il va être très très haut. Bon. Et puis aux législatives, il faut aller chercher un très fort groupe. Il peut être au second tour de l'élection présidentielle. Mais pourquoi on se mettrait des freins? Pourquoi on dirait aux gens, bah, écoutez, en fin de compte, c'est pas la peine de voter pour Jean-Luc parce qu'on n'a aucun espoir et tout. Mais non, allons-y, votons pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote utile, n'ayez pas peur, allez-y. Si il n'y a pas de ministre front de gauche dans le gouvernement en cas de victoire de François Hollande, ça sera donc le soutien sans la participation? Mais on peut être très actif. Vous savez, le soutien, c'est très passif. Je soutiens, non, ça ne veut rien dire. On peut être très actif avec un fort groupe front de gauche à l'Assemblée nationale, avec nos amis front de gauche du Sénat. On peut, à tout moment, au moment du budget, au moment des lois, on peut améliorer tout ce qui se fait. On peut apporter des propositions. Il faut se battre pour que ces propositions rentrent dans la loi. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut être, je vais peut-être vous étonner, la campagne ne s'arrêtera pas le 17 juin. Moi, je pense qu'il faut être pendant 5 ans en campagne. C'est-à-dire 5 ans avec les hommes et les femmes pour faire des assemblées citoyennes, pour mobiliser, pour créer des rapports de force sur nos propositions. Voilà, on va continuer à se battre avec ceux et celles qui ont voté Front de gauche ou qui vont nous rejoindre après. Le Front de gauche, sous un éventuel quinquennat François Hollande, c'est donc un pied dans les institutions, un pied dans le mouvement social, si je comprends bien. Mais bien sûr, nous avons besoin du mouvement social. Vous savez, j'étais hier avec plusieurs dizaines de syndicalistes qui ont lancé l'appel des syndicalistes pour le vote Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi nous avons un tel rayonnement chez les syndicalistes? C'est parce que nous avons pris en compte les solutions alternatives dans chaque entreprise en lutte et nous avons construit les réponses programmatiques. C'est-à-dire nous avons créé de la convergence entre les luttes sociales et la réponse politique. Bon. Il faudra continuer après. Dites-moi, Marie-Georges Buffet, si les socialistes vous écoutent, ils vont se dire « Oh là là, prions le ciel pour qu'on ait la majorité à nous tout seuls ». Écoutez, c'est vraiment, s'ils ont ça en tête, c'est décourageant parce que ça veut dire. S'ils vous écoutent, ils y pensent j'espère qu'ils n'ont pas ça en tête. Faut qu'on ait la majorité absolue à nous. Hein. Pourquoi? Pour faire avoir la majorité absolue pour mener une politique pépère qui ne changera rien et qui laissera l'Europe continuer à nous diriger et à nous imposer des politiques d'austérité. Mais non, moi j'appelle les électeurs et les électrices socialistes à pas se résoudre à ça, ça n'a rien d'enthousiasmant, franchement, ce que vous venez de me dire. S'ils veulent vraiment que ça bouge, que la gauche ait du courage et de l'audace, qu'ils rejoignent le vote Front de gauche. En 2005... En même temps, comme on vous écoute, il n'y a rien à récupérer dans le programme de François Hollande, vous nous le dites, il n'est pas crédible, on se demande comment vous pouvez vous entendre. Non, c'est faux. Vous dites, pas crédible. Non. Pas crédible. Je dis que ce n'est pas crédible parce qu'il ne se donne pas les leviers nécessaires pour mettre en œuvre ce programme. Il y a des propositions qu'on retrouve dans le programme de François Hollande, qu'on retrouve dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que pour les mettre en œuvre, il faut dégager les moyens financiers, il faut dégager les rapports de force démocratiques, sinon on n'y arrivera pas. Une chose, mettons, il y aura un collectif budgétaire au mois de juillet, si François Hollande remporte l'élection présidentielle. François Hollande a déjà dit qu'il voulait un retour du déficit de la France à 3% du PIB avec certains cortèges d'efforts. Est-ce que vous voteriez un budget qui va dans ce sens? Si on réduit à 3% en baissant les dépenses publiques, c'est non. C'est non. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a saccagé les dépenses publiques. Or, les dépenses publiques, elles sont utiles. Voilà, c'est un investissement public. On pourrait avoir un groupe Front de gauche à l'Assemblée qui retoque, qui vote non au premier budget de François Hollande. Notre démarche ne sera pas celle-ci d'abord. Nous allons faire des propositions alternatives sur le collectif budgétaire. Nous allons proposer la réforme de la fiscalité, les 11 tranches de revenus que nous avons discutées tout au long de cette campagne. Nous allons proposer un nouvel impôt sur les sociétés. Nous allons faire des propositions très concrètes, très réalistes, très construites. Si Michel Sapin ou Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, retoquent ces propositions, quelle sera votre position? Vous voterez non au budget de François Hollande, comme vous avez voté non au budget de Nicolas Sarkozy? J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que quand même on dégagera une majorité dans cette Assemblée qui aura l'intelligence de dire que l'heure n'est plus à la poursuite de la réduction des dépenses publiques, parce que c'est ce qui a été fait pendant 5 ans. Donc est-ce qu'on veut changer ou est-ce qu'on ne veut pas changer? Mais que l'heure est peut-être à faire rentrer un peu plus d'argent dans le budget de l'État. Mais qu'est-ce que vous en faites? Justement, traitons ce sujet. Est-ce qu'il faut fixer un objectif? Traitons ce sujet. De déficit zéro, par exemple. Oui ou non? Non, mais enfin, écoutez, qu'un État emprunte, c'est tout à fait justifié. Qu'une collectivité territoriale emprunte pour investir, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les conditions de vie. Déjà, quand on est perclus de dette? Mais la dette, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une dette utile, celle qui sert à l'emprunt pour l'investissement, et puis une dette qui n'est pas utile, c'est les charges financières, le remboursement des banques privées. Pour résoudre celle-ci, moi je propose que la BCE prête directement aux États à 1%. Voilà. Donc la question de la dette, je l'ai réglée. La crise de la dette, ça ne veut rien dire en soi. C'est la crise du système
bancaire qui est à la cause de ces difficultés. Samir. Vous soutiendrez la démarche de François Hollande, encore une fois, s'il est élu président de la République, de renégocier le traité européen. Je pense qu'il y aura des communiqués front de gauche saluant l'action du nouveau président de la République, dans ce sens-là. Il faut complètement modifier le traité. Il ne faut pas le renégocier à la marge. Vous vous rendez compte que nous vivons aujourd'hui sur le traité de Lisbonne, qui est un traité qui prône la libre concurrence, donc la casse de nos services publics, de nos entreprises publiques. C'est un traité qui met, je dirais, en dumping. C'est tout ce que vous avez refusé en 2005. Qu'on a refusé en 2005 et qu'une majorité d'électrices et d'électeurs socialistes ont refusé en 2005. Il faut aussi que François Hollande se souvienne de cela. Le Parti socialiste appelait à voter oui au traité constitutionnel libéral et une majorité d'hommes et de femmes se référant au Parti socialiste ont voté non parce qu'ils voulaient construire une autre Europe. Nous respecterons ce vote. Souhaitez-vous que Jean-Luc Mélenchon soit candidat aux élections législatives? Mais ça sera son choix à Jean-Luc Mélenchon. C'est un choix individuel, excusez-moi. Bon. Moi, j'espère surtout que le front de gauche va se poursuivre et que dans le cadre de ce front de gauche, Jean-Luc Mélenchon continuera à jouer un rôle très important. Justement, qu'allez-vous faire, vous les communistes, du maréchal Mélenchon après l'élection présidentielle? Parce que là, tout de même, il a pris une certaine envergure politique. Nous l'avons choisi comme candidat, il fait une campagne formidable, il monte dans les sondages, il a pris une grande envergure politique. Il garde le pouvoir alors. Je peux que me féliciter. Et vous savez, la démocratie, ça existe. Non, mais vous êtes une composante. Donc il y a le Parti communiste, il y a le Parti de gauche, et donc c'est Jean-Luc Mélenchon le chef. Mais on a 3 partis, d'autres partis qui sont venus se joindre, et on ne veut pas créer un nouveau parti, on veut rester un front. Parce qu'un front, ça reste ouvert, d'autres peuvent venir nous rejoindre. Un chef. Mais il y aura des animateurs du front de gauche. Un maréchal. Et Jean-Luc sera certainement, oui, un porte-parole essentiel du front de gauche. Enfin, vous vous rendez compte qu'on ne sort pas d'une présidentielle sans porter, rayonner, et donc il faut qu'il continue à rayonner pour le front de gauche. Donc sa place est à l'Assemblée. Avec vous. C'est pas à moi de décider, vous êtes drôle. Vous pouvez avoir une envie. Vous auriez pas moi je trouve que ça sera très bien, oui. D'accord. Des adhésions directes au front de gauche, ça serait possible? Non, pour l'instant, non. Non, vous restez une structure avec deux partis. Il faut qu'on trouve la forme, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Bon, en ce moment, on a beaucoup d'adhésions. Moi, je vois, on a encore fêté 35 nouveaux adhérents. Le Parti communiste, beaucoup de nouveaux adhésions au Parti communiste, parce que les gens reconnaissent la démarche que nous avons eue avec le front de gauche, et j'ai envie de dire, ont envie d'être de cette aventure. Il y a des adhésions aussi au Parti de gauche. Bon, il y a un courant d'adhésion vers nous. Je trouve ça formidable. Voilà. Alors, et après, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas envie d'adhérer à un parti, à une composante du front de gauche. Il faut qu'on trouve le moyen de les associer. C'est ce qu'on est en train de travailler avec les assemblées citoyennes. Financièrement, ce ne serait pas plus simple des adhésions directes au front de gauche, faire un seul parti Non, c'est pas une question financière, c'est une question. Ça n'a rien à voir avec la finance. Est-ce qu'on veut avec l'idéologie alors? Non, est-ce qu'on veut un seul parti, c'est-à-dire on ferme, ou est-ce qu'on veut garder chacun sa culture, son identité, et on laisse ouvert le front de gauche à des hommes et des femmes ou à d'autres organisations qui veulent le rejoindre. Le débat est ouvert. Deux petites questions très rapides. Êtes-vous gêné par le fait que Jean-Luc Mélenchon ait assisté à la remise de la Légion d'honneur à Patrick Buisson, le conseiller très droitier de Nicolas Sarkozy? On est expliqué. Bon, il n'y a pas à faire une histoire autour de ça. Il y a des choses plus importantes à discuter en ce moment. Vous n'en voulez pas, donc, d'être allé à cette remise de Légion d'honneur de l'homme qui est responsable, dit-on, de la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy, Mauricien. C'était dans une série de remises de Légion d'honneur, vraiment. Vous oubliez car c'est ancien. Et une dernière chose, si j'avais posé la question dans ces termes à Jean-Luc Mélenchon, il m'aurait aspergé au jet du Karcher, sans doute. Plus sérieusement, le programme du Front de Gauche prévoit de libérer les médias, et votre candidat n'arrête pas de bousculer, voire d'insulter parfois les journalistes. Ça vous gêne, son comportement envers la presse? Mais c'est un homme de passion, il est comme ça. Bon, les journalistes parfois lui rendent aussi, donc c'est un jeu. Écoutez, moi, chacun sa façon d'être, son caractère. Bon, c'est tellement secondaire par rapport à ce que les gens attendent de nous, ce que les gens veulent qu'on débatte, ils veulent qu'on parle emploi, pouvoir d'achat, ils veulent qu'on parle des services publics, de tout ça, de l'école, c'est de cela qu'ils ont envie qu'on parle. On en a parlé. Merci, Samir Tounsi. Perrine Tarnaud va arriver. Je vous ai vu aussi irrité, moi, tout à l'heure, notamment quand on a vu Robert Hue. Vous n'avez pas les mêmes souvenirs que lui, manifestement, de François Hollande. Lui, il s'est bien entendu avec lui comme homologue de parti. C'est un choix complètement individuel. Oui, d'accord, mais bon, c'est important. Il a dirigé le parti. Oui, mais d'accord, c'est son choix, puis voilà.
Ouais, d'accord. Bon, il n'a pas les mêmes souvenirs que vous de François Hollande, manifestement. Vous n'étiez C'est pas, peut-être moins en mais c'est pas une contact question avec... de bonhomme, vraiment, c'est pas une question Pas une question de bonhomme. C'est une question quand Il même bouge, de il politique. bouge, François Hollande. Il annonce par exemple une possible TVA Ah, mais c'est parce plus que- élevée sur les produits de luxe. Il annonce 1000 profs de plus dès la rentrée de septembre. Eh ben, C'est bien, bon ça plus, pour plus le vous? front de gauche monte, plus ça fait bouger. C'est bien, c'est bien. C'est bien, il va Faut dans le monter bon, en temps. il va dans le bon sens. Ah ben, quand il fait des propositions qui reprennent notre... Celle que Oui, je vous on donne, s'en là. félicite. On TVA s'en sur félicite. les produits de luxe. Mais il faut surtout faire une grande réforme de la fiscalité. Très Parce bien. que la TVA, c'est Allez. quand même l'impôt le plus injuste qui soit. Perrine arrive juste avant, Marie-Georges Buffet, ce petit rappel de votre participation gouvernementale comme ministre de la Jeunesse et des Sports sous Lionel Jospin. Même à droite, on salue encore aujourd'hui votre action. Tam Tranui. Si Marie-Georges Buffet peut se vanter d'avoir atteint le score le plus bas jamais obtenu par les communistes à la présidentielle, il y a un domaine où elle a recueilli tous les suffrages, y compris ceux de la droite, le sport. Ah oui, je pense que c'était une bonne ministre qu'elle a vraiment dans le domaine de la amélioration justement morale entre guillemets du sport, des conditions, de la lutte contre le dopage. Elle a effectivement fait progresser des dossiers. Oui. Mais aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas d'énorme différence entre ce qui constituerait une politique de gauche ou une politique de droite dans le domaine du sport. Enfin, à part de l'agitation dans les mots et il n'y a pas de réalité dans le fond. Alors le sport, un sujet de consensus, pas pour la députée communiste qui veut en faire un enjeu de scrutin et qui dénonce les 10 ans de gestion de la droite, 10 ans de casse. Bon, c'est un grand classique de dire que ses prédécesseurs n'ont rien fait et que ses successeurs sont des imbéciles, mais je pense que ça ne va pas du tout dans le sens de l'intérêt général. Ah oui, mais les petites phrases assassines, c'est tout ce qui reste pour que l'on parle du sport en termes politiques. Les médias se régalent aussi des images des politiques qui mouillent le maillot, Obama et le basket, Nicolas Sarkozy et le jogging, mais tout cela reste bien anecdotique. Résultat, le sport c'est l'un des grands oubliés de la campagne présidentielle, sauf quand on aborde le sujet épineux des salaires des footballeurs. Ah ben, on va sans doute en parler alors. Perrine est avec nous, bonsoir. Bonsoir Marie-Georges Buffet. Oui, vous êtes indignée en regardant encore ce sujet, vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que c'est faux. Justement, il faut arrêter de penser que le sport, c'est la grande muette, qu'il n'y a pas d'enjeu politique dans le sport. Lorsque pendant 5 ans, nous n'avons eu les candidats à la présidentielle parler de nous sport. avons tenu un très grand forum sur le sport et je peux vous dire que notre programme sur le sport est très construit. On va en parler justement. Mais lorsque pendant 5 ans, nous n'avons eu aucune loi, je dirais, cadre sur le sport, lorsque nous avons eu toute une série de petites lois qui ont casser tout ce qui faisait la protection du sport par rapport à l'argent. On a permis, la dernière loi qui est passée, c'est une loi qui ouvre la possibilité de la multipropriété des clubs professionnels par les mêmes actionnaires. C'est des lois qui permettent de transformer un club sportif professionnel à une société anonyme de droit commun. Ce sont des lois qui ont autorisé les paris en ligne. Le budget des sports aujourd'hui, l'argent venu des paris en ligne est majoritaire par rapport à l'argent public. Nous sommes dépendants de l'addiction au jeu aujourd'hui pour le budget du sport. Donc il y a bien une politique de droite pour le sport et une politique différente de gauche pour le sport. Donc vous êtes d'accord avec la députée socialiste Valérie Fourniron qui travaille justement sur ces questions de sport pour François Hollande. Elle dit que Nicolas Sarkozy laisse le monde sportif comme un champ de ruines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec Valérie Fourniron, puisque nous sommes dans la même commission et nous sommes passionnés des questions du sport toutes les deux. Oui, je pense que cette expression est juste. Mais aujourd'hui, il y a 100 sportifs qui s'engagent pour François Hollande. Donc il faut croire que c'est le candidat qui leur plaît le plus. Mais pour ces 100 sportifs. 100 sportifs ne reflètent pas l'ensemble des acteurs et des actifs du sport. Il y a beaucoup de grands sportifs français, d'anciens médaillés olympiques. D'accord, mais regardons les programmes. Bon. Alors, alors on va en parler. Oui, par exemple, est-ce qu'on reconstruit un grand ministère des Sports avec à la fois un budget, mais également avec une administration? Vous savez qu'aujourd'hui, les directions départementales et les directions régionales de jeunesse et sport ont été fondues dans les grandes directions de la cohésion sociale, alors que ces fonctionnaires étaient des fonctionnaires, je les appelais souvent des fonctionnaires militants, qui étaient en lien direct avec le monde sportif, avec les associations d'éducation populaire et de jeunesse. On a détruit tout cela. Bon, est-ce qu'on reconstruit ce grand ministère? Mais un grand ministère avec quel budget? Jean-Luc Mélenchon propose d'aller jusqu'à 1% du budget national pour le ministère des Sports. Est-ce que ça c'est réaliste? Mais bien sûr. On est à 0,15%. Voilà, donc c'est vraiment, ça représente très peu. Mais où on trouve l'argent? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une grande réforme de la fiscalité pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. On va taxer les sportifs. Non, mais parce que si on est dans les deux discours, tout sujet, qu'on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent, il faut en effet mettre la clé sous la porte. Donc il faut taxer tout azimut. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il aimerait taxer les équipementiers sportifs comme Nike, comme Adidas. C'est possible ça? Il ne faut pas taxer tout azimut, madame. Il faut faire d'abord un impôt progressif qui soit vraiment un impôt progressif. C'est-à-dire que selon sa fortune, on participe
aux dépenses publiques. Et c'est pour ça que nous proposons de porter à 11 tranches l'impôt sur le revenu. Ensuite, il faut en effet faire cotiser les revenus financiers, faire participer les revenus financiers à la dépense publique. Enfin, il faut en effet augmenter la taxation, les impôts sur les grands groupes qui ne pensent qu'à la spéculation et par contre soulager les PME, PMI qui sont écrasés par la charge financière. Mais alors pour revenir au monde sportif, est-ce qu'il faut taxer les équipementiers sportifs comme Nike, comme Adidas, comme tous ceux qui participent au monde sportif? Écoutez, ça serait une juste, mais ils vont un juste réduire retour. Un juste retour. Pour vous savez, l'image, ce que ça rapporte comme image à ces grands groupes. Et c'est normal qu'ils donnent un peu au sport aussi, quand même. C'est un juste rendu. Ils donnent beaucoup déjà. Ils payent très cher les sportifs pour avoir le droit d'image. Non, mais je parle de participer, non pas simplement à financement de quelques sportifs professionnels, mais au financement du développement du sport pour tous et tous dans notre pays. Est-ce qu'il faut aussi appliquer au monde sportif la règle de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un salaire plafond? Il ne faut pas, dans une même entreprise, pas d'écart supérieur entre 1 à 20 pour... Par exemple, alors si on applique cette règle au PSG, le salarié de base, si on estime qu'il gagne 2 000 € par mois, ce qui est déjà beaucoup, ça veut dire que le joueur le plus payé du PSG ne pourra pas gagner plus de 40 000 € par mois. C'est énorme, on est loin, mais on est déjà loin du salaire mensuel des joueurs du PSG. Est-ce que c'est pas utopique? Mais c'est pas utopique. Mais est-ce que ça veut dire... Attendez, vous me laissez répondre. Ce n'est pas utopique, c'est un besoin. Je ne suis pas le seul à le dire. Michel Platini, lorsqu'il a pris la tête du football européen, la première chose qu'il a travaillé, c'est sur le fair play financier. Parce qu'on ne peut pas continuer cette course à l'argent des clubs professionnels de foot. Vous voyez bien ce qui se passe. Par rapport aux autres clubs européens. Justement, la réponse de Michel Platini, c'est qu'il faut une réponse européenne par rapport à cela. C'est ce qu'il est en train de travailler. Et j'ai envie de dire, il faut l'accompagnement politique. Lorsque nous avons entamé la lutte contre le dopage, nous avons démarré par l'action politique au niveau de l'Union européenne. J'ai convaincu un à un les 15 ministres des sports de l'époque. Et ensuite, nous avons convaincu le mouvement sportif de créer l'Agence mondiale antidopage. Là, Michel Platini a commencé avec le fair play financier. Si les pays européens, les politiques... très entendu pour l'instant. Mais justement, si les 27 ministres des sports prenaient la décision d'accompagner cette marche vers le fair play financier pour faire baisser les budgets des clubs, baisser les salaires et surtout baisser le montant des transferts, eh bien, nous pourrions arriver à avoir un peu plus d'éthique dans le sport. Pour être très clair, vous êtes pour un salaire maximum pour les sportifs professionnels? On ne peut pas continuer. Oui, je vous l'explique. D'accord, non, mais pour être bien clair. Sur les exilés fiscaux, Jean-Luc Mélenchon, lui, il ne veut pas que les sportifs de haut niveau qui sont domiciliés en Suisse ou à Monaco, par exemple, portent le maillot national. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, on n'a plus d'équipe française de tennis? C'est une incitation à ce qu'ils reviennent s'installer au niveau fiscal en France. Enfin, écoutez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir des salaires mirobolants et ne pas contribuer, je dirais, à la solidarité du pays dont on porte les couleurs. Ça me paraît quand même tout simplement du bon sens. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait de l'équipe de France de tennis? Mais non. Ils sont tous au bord du lac de Genève. Eh bien, il faut qu'ils reviennent se déclarer fiscalement en France. Mais comment vous les incitez? Si vous leur dites que vous allez les taxer plus, que vous allez plafonner leur salaire, ils vont pas avoir envie Ils ne reviennent que si on baisse la taxe. Excusez-moi, madame, monsieur, il y a quand même... Est-ce qu'on peut quand même avoir un peu de morale en politique? Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un peu de morale en politique? Est-ce qu'aujourd'hui, la vision politique, ça doit être plus vous faites de fric, moins vous payez d'impôts, mieux c'est? Moi, c'est pas ma vision. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la reconnaissance d'un talent? Eh bien, la reconnaissance d'un talent. Mais quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes chercheur, vous avez aussi du talent. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes payes, quand même. Concernant la taxe de 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, à propos des sportifs, justement, mais également des artistes, François Hollande souligne la nécessité d'étaler peut-être les revenus dans le temps. Qu'en pensez-vous? Un accommodement que vous retrouveriez acceptable? Franchement, je pense que ce n'est pas une mesure, c'est la réforme de la fiscalité, c'est les 11 tranches. D'accord, on y revient, ok. Sur la dynamique Mélenchon, on va revenir un petit peu à cette campagne présidentielle. Comment vous avez vécu personnellement cette dynamique qui a quand même ressuscité un petit peu la base du Parti communiste? Ressuscité, le terme est un peu fort, mais avec bonheur, j'ai envie de dire. Le PC était quand même pas au plus haut, se portait pas très bien. Non, on est d'accord sur le constat. Non, mais c'est le mot ressuscité qui me... D'accord. Non, c'était avec beaucoup de bonheur. Nous menons une campagne, je dirais, dynamique. Nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui nous rejoignent. On sent que nous portons un espoir. Les militants et les militantes sont déchaînés dans cette campagne. Nous faisons des meetings monstres. Voilà, donc oui, du bonheur. C'était un peu inespéré,
Vous ne pensez plus voir ça autour de vos valeurs? On se le dit tous et toutes. Oui. C'est-à-dire que quand on a démarré, on nous regardait en disant bon, hein, et puis petit à petit, les sondages montrent que ça prend, mais c'est pas que les sondages. Moi, je veux bien nos assemblées dans les villes, etc. On rassemble de plus en plus d'hommes et de femmes, des gens qu'on ne connaissait pas. Bon, donc oui, moi, je ne pensais pas qu'on puisse aussi rapidement, parce que le Front de gauche, ça fait 3 ans que nous l'avons constitué, que nous puissions aussi rapidement représenter une alternative à gauche. Oui. Donc il a quoi en plus Jean-Luc Mélenchon que vous n'aviez pas par exemple en 2007? Jean-Luc est un très bon candidat. Ça tient quand même beaucoup à sa personnalité. Jean-Luc est un très bon candidat, c'est bon, mais c'est aussi une dynamique qui se crée, c'est aussi quelque chose. C'est aussi une question de charisme, non? Mais certainement. Si vous voulez me faire dire qu'il a plus de charisme que moi, je vais vous le dire, comme ça vous serez satisfait. Non, mais parlez-nous un peu de sa personnalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai initié le Front de gauche il y a 4 ans, je ne pensais pas que aussi rapidement nous allions créer cet espoir, cette dynamique et cette alternative. Ça vous angoisse pas parfois? En disant, oh là là, on a lancé un personnage, je ne veux pas dire une créature, qui va finir par nous dévorer. Mais peut-être parce que nous n'avons pas la même conception de la vie politique. Je vous assure que les militantes et les militantes du Front de gauche, qu'ils appartiennent à tel ou tel parti ou qu'ils appartiennent à aucun parti, ne sont pas prêts à regarder le sauveur suprême. Non, ce sont des acteurs et des actrices de la vie politique. Et Jean-Luc Mélenchon est parmi ces acteurs et ces actrices. Et voilà, il joue un rôle particulier. Mais vous savez bien que cette question que j'ai posée, qui vous choque encore une, hein, elle a été posée par des responsables communistes. Qui sont non, il faut que le Parti communiste garde la. Ça a été un débat interne du parti. C'était un débat interne. Et comment on contrôle Jean-Luc Mélenchon? Donc là, maintenant qu'il explose, incroyable. Alors il va vous avaler tout cru. Vous vivez dans un monde où vous êtes en perpétuel rapport de force. Vous savez, il y a eu un débat. Il y a quand même des cadres du Parti communiste qui s'interrogent sur comment encadrer Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il y a eu un débat interne au Parti communiste qui a été passionnant. Qui a été passionnant parce qu'il a été passionnant sur la constitution ou pas du Front de gauche, et puis ensuite il a été passionnant dans un deuxième moment sur le choix du candidat. Des camarades pensaient qu'il fallait un candidat issu du Parti communiste. C'était le même débat que nous avions eu en 2007 avec le résultat que nous avons et c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a emporté. Et qui s'est imposé. La majorité des communistes a pensé qu'il fallait en effet que ce soit Jean-Luc Mélenchon, parce que ça donnait à voir de la constitution du Front de gauche. Juste toute petite dernière question pour conclure. François Hollande, que vous avez côtoyé quand il était à la tête du Parti socialiste, comment vous voyez sa trajectoire pour cette campagne présidentielle? Comment vous jugez-vous sa campagne, d'un mot? Vous n'êtes pas emballé, hein? Je l'écoute attentivement, il redonne les propositions, les engagements, les 60 engagements. Mais lui, autour de sa personne, vous l'avez quand même bien connu. Oui. Quand vous étiez à la tête du PC, lui à la tête du PS. Oui, mais je ne sais pas, il est toujours le même, je ne vois pas de changement. D'accord. Alors, petite question. Jacques Chirac a choisi François Hollande, c'est ce que rapporte son biographe, enfin l'auteur de ses mémoires, Jean-Luc Barré, et tout le clan Chirac, sauf Bernadette, vote pour le candidat socialiste. Votre réaction, Marie-Georges Buffet? Mais je trouve que ça fait un peu cloche-merle, parce qu'il y a Bernadette Chirac qui fait la campagne de Sarkozy, puis il y a les bruits qui il y a des divisions dans les familles parfois. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça fait un peu cloche-merle. Bon, ben voilà, écoutez, c'est une affaire de famille qui discute bien autour du rôti le dimanche midi, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tous les cas, vous n'avez pas perdu votre pêche, hein, non, ça va. Buffet, là, vous courez les meetings, et évidemment, vous aussi, vous ne levez pas le pied jusqu'au premier tour. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition de Preuve par 3. Bonsoir, à très vite. Le président de la République, il est exigeant et il veut la transparence sur le fonctionnement de l'Élysée. Il a même réduit le nombre de collaborateurs. Mais dans le même temps, il l'est pour lui-même. Et quand il fait un voyage officiel dans l'avion de la République française, je vous le dis, monsieur Duquel, il paye lui-même son dentifrice. Les politiques et l'argent. En ces temps de campagne, mais aussi en ces temps de crise, le sujet peut vite devenir polémique. Alors, les politiques vivent-ils comme nous? Travaillent-ils pour l'intérêt général et se soucient-ils vraiment de nous? Quel est leur rapport à l'argent? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Nicolas, François, Jean-Luc et les autres.
Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Preuve de l'innocence, soyez calmes. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis Charles Pasqua. J'ai été sénateur membre de cette Assemblée à plusieurs reprises. Je crois que j'ai exercé des responsabilités au Parlement pendant un peu plus de 20 ans. J'ai été 2 fois ministre de l'Intérieur et puis, d'autre part, membre du Parlement européen. J'ai donc plus de 30 ans d'expérience de la vie politique dans ce pays. Une des premières lois qui a été mise en discussion était la loi sur la réforme de l'éducation nationale présentée par Alain Savary. Le vote de la loi Savary n'aurait dû poser aucun problème. Mais voilà qu'avant que ce texte ne vienne en examen au Parlement, une série d'amendements ont eu comme conséquence de durcir ce texte. Il s'agissait d'un projet attentatoire à une liberté essentielle, le droit pour les familles de choisir librement, comme elles l'entendaient, le mode d'éducation de leurs enfants, et nous nous sommes trouvés tout d'un coup dans une situation de conflit. Le président Poher, avec lequel j'avais des relations très suivies, me demande d'aller le voir et me dit j'ai demandé à voir François Mitterrand, je vais le voir avec 4 amendements qui devraient permettre de régler tout ça sans histoire. Je lui ai dit, je vous retrouve bien optimiste. Il est parti voir François Mitterrand. Et je me rappelle, j'étais sur le boulevard Saint-Germain, lorsque on m'a fait chercher, on m'a dit, le président Poher vient de rentrer, il veut vous voir d'urgence. Et il me dit, ça s'est très mal passé. Il a refusé toute discussion et il m'a dit, vous avez déjà fait partir un président de la République, vous n'en ferez pas partir un second. Je n'accepterai aucune discussion. Alors, Alain Poher me dit, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'avais réfléchi naturellement entre-temps. Et je m'étais dit, il y a une seule parade. Mais peut-être que ça va vous paraître excessif et difficile à mettre en œuvre. Il me dit, quoi donc? J'ai dit, c'est l'appel au référendum. Le président de la République, qui était un fin politique, s'est rendu compte qu'il était engagé dans une affaire qui ne pouvait que mal tourner. Et donc, il a décidé de retirer le texte. Et ensuite, dans une deuxième étape, il a décidé tout simplement de l'annuler. Alors, Pierre Mauroy s'est senti complètement désavoué et il en a tiré les leçons. Il a démissionné de son poste de Premier ministre. Ce qui m'a permis de dire qu'à cette occasion, le Sénat avait renversé le gouvernement, ce qui n'était pas dans la pratique constitutionnelle normale. Oui, 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 oui. Il y a longtemps que M. Fabius a atteint son niveau d'incompétence, qu'il démissionne. C'est le seul service qu'il puisse encore rendre à la République. Oh, mais c'était des temps très forts. Il y avait une tension palpable. Mais vous savez, j'étais allé en Nouvelle-Calédonie, moi-même. J'y étais allé d'abord pour faire un contrôle sur place de la télévision. Et puis il y avait une très grande réunion publique où il y avait près de 20 000 personnes. C'est énorme pour la Nouvelle-Calédonie. Là, j'avais d'ailleurs dit que ce qui se passait sur ce territoire était
totalement contraire aux lois de la République et tout le monde devrait rendre des comptes. J'avais même menacé le président de la République de haute cour et c'est là où je m'étais exclamé devant cette assistance. J'ai dit si je suis ici, c'est parce que la France est une et indivisible et que la défense de Bastia commence à Nouméa. Alors ça avait été du délire. Le Sénat ne peut vraiment jouer un rôle politique que lorsqu'il est dans l'opposition au pouvoir. Si la majorité du Sénat est de la même couleur que le pouvoir en place, la marge de manœuvre dont il dispose n'est pas très grande. Il lui reste la capacité habituelle qui consiste à amender les textes, etc. Mais les grands débats politiques, non. Nous refusons les